Dans cette vidéo, je vais traiter deux sujets. D'une part, la responsabilité environnementale et d'autre part, la gestion des sols pollués. Tout d'abord, pour expliquer le concept de responsabilité environnementale, je vais revenir sur la notion de responsabilité civile. Bon, pour ça, un exemple. Je vous fais un croche-pied, vous tombez ou vous cassez la jambe. Et vous avez subi un préjudice. Vous êtes un tiers lésé. Et moi, je suis le responsable. Il y a un responsable, il y a un tiers lésé, il y a matière à indemnisation du préjudice. Et donc, le juge, si on va en justice, va allouer à la victime, à vous, une indemnité qui tiendra compte de dépenses réelles ou de manque à gagner réels, comme par exemple les frais médicaux ou l'absence de revenus puisque vous ne travaillez pas. Et puis ensuite, il va rajouter des dommages, enfin, des dommages immatériels pour le préjudice moral. Et par exemple, la souffrance, la perte de jouissance. Peut-être que vous avez raté votre voyage de noces et la croisière correspondante à cause de ça. Donc ça correspond à un préjudice, une souffrance, une perte de jouissance. Donc pour la responsabilité civile, il faut bien un tiers lésé, un responsable et un dommage. Et en général, ça se traduit par une indemnisation financière. Maintenant, je vais prendre un exemple différent. Un exemple différent, du pétrole se répand dans une zone naturelle protégée, pollue le sol à la suite d'une rupture d'un oléoduc. Bon, il y a un responsable, c'est une personnalité morale, c'est la société opératrice du pipeline. Mais il n'y a pas de tiers lésé. Pourquoi il n'y a pas de tiers lésé? La flore et la faune détruite et le sol pollué appartiennent à personne. Et elles n'ont pas de personnalité juridique. Donc, là, il ne s'agit pas d'un problème de responsabilité civile, il s'agit d'un problème de responsabilité environnementale, puisqu'il s'agit d'une atteinte à l'environnement où il n'y a en principe pas de tiers lésé et dont le problème qui se pose, c'est la réparation, la réhabilitation et non le paiement d'une indemnité. Bon, il faudra bien admettre que dans certains cas, les atteintes à l'environnement sont accompagnées de préjudices à des tiers. Par exemple, s'il y a une marée noire, les professionnels du tourisme ou les ostréiculteurs, enfin les professions de la mer. Et donc on aura deux problèmes, un problème de responsabilité environnementale et un problème de responsabilité civile. Pendant longtemps, on a considéré la nature comme une ressource exploitable sans limite et sans sanction en cas de pollution. En Europe, les notions de responsabilité environnementale en absence de tiers lésés sont relativement récentes. Elles datent, ces notions, du traité de Maastricht, qui comporte un article dans ce sens et qui introduit le principe de pollueur-payeur. En France, à l'absence d'une législation spécifique, et jusqu'en 2016, on a traité les atteintes à l'environnement en utilisant la législation existante non spécifique, comme par exemple la réglementation des installations classées ou alors simplement le code civil en constituant des tiers lésés plus ou moins artificiels, comme par exemple la Ligue de protection des oiseaux qui peut représenter des oiseaux mazoutés. À ce moment-là, les collectivités locales
territoriales, les associations, des ONG sont considérés comme des tiers potentiellement lésés. Entre-temps, en Europe, après plus de 10 ans de discussion après le traité de Maastricht, la directive européenne ELD, c'est Environmental Liability Directive, elle est sortie en 2004. Donc, elle a été transposée en droit français et intégrée au Code de l'environnement avec retard vers 2008-2009 si on considère soit la loi, soit les décrets d'application. Quelles sont ces grandes lignes? Eh bien, on reprend le principe pollueur-payeur. On institue une responsabilité sans faute pour des installations potentiellement dangereuses comme la chimie, le traitement des métaux, le traitement des cuirs, des choses de ce genre. Et pour ces installations listées, il y a une responsabilité sans faute, c'est-à-dire s'il y a une pollution, même en respectant les normes de rejet, vous êtes responsable et vous pouvez être condamné. Il y a aussi une responsabilité avec faute, en cas de faute, donc pour les activités qui ne sont pas listées dans la directive ou dans la loi française. Et par exemple, le transport. Et dans le cas de responsabilité avec faute, il ne s'agit que d'atteinte à la biodiversité dans des espaces protégés. Enfin, la directive et la loi française correspondante, elle institue la réparation en nature. Pas d'indemnisation financière, mais une réparation en nature. On doit remettre à l'état antérieur, si c'est possible, c'est-à-dire dépolluer le sol, réintroduire les espèces qui ont été détruites, et si ce n'est pas possible, eh bien, on institue une compensation dans un autre lieu, c'est-à-dire on va réhabiliter un autre endroit qui en a besoin et qui va se substituer au désastre qu'on a créé ailleurs et qu'on ne peut pas réparer. Bon, cette loi a été largement utilisée, la directive a été largement utilisée dans les pays nouveaux de l'Europe qui n'avaient pas de législation antérieure. En France, non, on ne l'a pas utilisée. On a continué à s'appuyer sur le Code civil et plus ou moins artificiellement, comme j'ai déjà dit. Et alors, les juristes ont proposé dès le début des années 2010 d'intégrer en bonne et due forme le préjudice écologique dans le Code civil et donc de normaliser ou de légaliser les essais plus ou moins bancals des années précédentes. Pendant 6 ans, des rivalités entre le ministère de l'Environnement de Mme Royal ou le ministère de la Justice de Mme Taubira qui avaient chacun des projets, ces rivalités auxquelles on peut ajouter l'influence des lobbies, ont bloqué toute législation. De guerre lasse, c'est le Sénat qui, à l'occasion du débat sur la loi de la biodiversité, qui a priori n'avait absolument pas à traiter de préjudices environnementaux, donc le Sénat qui a introduit un article dans cette loi qui introduit le préjudice environnemental dans le Code civil. Désormais, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux peut se présenter effectivement comme un tiers lésé en cas de mazoutage d'oiseaux marins. Le texte est très court, il n'est pas prévu de décret d'application. Le futur dépendra donc de l'interprétation qu'en feront les juges. Cela prendra un certain temps et donc on va avoir une période de flou juridique. Mais de toute façon, on doit remarquer que le champ d'application de cette nouvelle loi est plus vaste que la loi antérieure. En effet,
l'eau, le sol et l'air sont impliqués, alors que dans la loi précédente, seuls le sol et l'eau étaient appliqués, pas l'air. Et le sol seulement dans les espaces Natura 2000 protégés. Aussi, il n'y a plus de distinction de responsabilité sans faute ou avec faute. Donc, par exemple, des activités, par exemple le transport, qui n'étaient pas concernées pour la responsabilité sans faute, vont être concernés par la loi. Donc un transporteur qui déverserait des produits dangereux dans une rivière, on ne se préoccupera pas s'il a fait une faute, s'il n'a pas respecté la réglementation ou pas, il sera responsable, point final. Voilà, maintenant, je vous laisse simplement quelques références. L'article de Préventique, c'est un condensé du sujet, dont le but était de montrer les changements par rapport à la loi précédente de 2016 et l'incertitude créée par l'absence de précision du nouveau texte. Pour mémoire, j'indique aussi une série d'accidents majeurs, et comme vous savez, les accidents majeurs ont tous eu une influence sur la législation, quel que soit le domaine dont on parle. Passons maintenant au sujet de la réhabilitation des sols pollués. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de législation spécifique sur les sols pollués. Et donc, deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'en cas de cession d'un terrain, l'acheteur pouvait se trouver sans information sur le fait que le sol était pollué. Et donc, des litiges pouvaient survenir par la suite, mais comme le vendeur n'était pas tenu de le faire, eh bien, les litiges pouvaient se prolonger. Le deuxième problème, c'est le gel de friches industrielles. En effet, normalement, lorsqu'un exploitant industriel cesse une exploitation, il doit remettre le site en état. Et bon, dans des conditions qui n'étaient pas d'ailleurs très bien déterminées jusqu'à présent. Or, devant l'imprécision de la législation, devant les coûts de dépollution, l'industriel préférait souvent maintenir une activité plus ou moins artificielle sur le site plutôt que de cesser l'activité totalement. Et ce qui fait que des zones potentiellement constructibles ou potentiellement utilisables par la collectivité étaient gelées. Alors, en 2014, après une large concertation entre juristes, collectivités territoriales, industriels, promoteurs immobiliers, etc., le Sénat a profité, comme dans le cas précédent, d'une autre loi, la loi Allure, qui était relative au logement, rien à voir avec les sols pollués, pour introduire un article traitant des sols pollués. Le prétexte étant que la réhabilitation de sols pollués pouvait aider à la création de nouveaux logements. Cet article 173, retranscrit dans le Code de l'environnement, et les décrets d'application qui ont suivi ou qui vont suivre, prévoient d'une part un dispositif d'information en cas de cession de terrain et l'introduction de l'identification des sols pollués dans le plan d'urbanisme. L'autre mesure principale, c'est la possibilité pour un industriel de transférer l'obligation de réhabilitation, de dépollution du sol à un tiers. Un tiers qu'on va appeler un tiers substitué, qui peut être le promoteur ou la collectivité, et ceci dans un cadre juridique bien balisé.
Il s'agit d'un progrès important dans la gestion de leur urbanisation pour leur collectivité locale, d'où l'interview que j'ai réalisée dans la revue Préventique, où un acteur majeur de ce projet, de cette loi et des décrets d'application explique le processus qui a donné lieu à cet article 173 dans la loi Allure. Un autre point, je vous conseille d'aller voir dans la base de données BASOL, B-A-S-O-L, pour voir si le sol de l'usine qui se trouve à proximité de votre ville est pollué. Vous pouvez le vérifier en consultant cette base. Je vous remercie.